Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous suivez tout de suite l'émission On en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans On en parle à Taïwan qui vous est présenté aujourd'hui par Valentin Floquet Megwan. et Sasa. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sujets très divers et variés. En fait, moi, je vais vous parler de la religion. D'accord. Une fois n'est pas coutume, mais Oui. la religion, surtout la déesse de Mazo, et à la fête. Mais de mon côté, je vais parler des dernières informations en relation avec le harcèlement sexuel et tout ce qui est MeToo, etc. J'ai une information par rapport à un entraîneur de hockey sur glace à Kaohsiung, mais j'ai aussi des nouvelles mesures qui ont été prises, notamment à Kinmen et à Taoyuan, notamment pour le soutien des victimes, notamment par exemple des subventions mises en place pour le soutien psychologique, etc. Voilà. Et toi, Sasa ? Alors, de mon côté, il y a une très bonne transition. Pourquoi est-ce que mon mari ne meurt pas ? D'accord. Non, en fait, c'est le titre d'un livre, quand on le traduit en français, qui est un succès en librairie et en bibliothèque actuellement à Taïwan. Donc, sous ce titre provocateur, en fait, c'est un livre qui parle de certaines problématiques des femmes japonaises, parce que ça a été écrit par une japonaise, Miki Kobayashi, et ça a été traduit à Taïwan il y a 2 ans. Mais en fait, en raison de certaines discussions au sein de la société, c'est particulièrement pris d'assaut. Ce livre est particulièrement pris d'assaut récemment à Taïwan et on en parlera tout à l'heure. Mais oui, j'ai vu des choses là-dessus, notamment que le livre était difficilement trouvable dans beaucoup de librairies. Oui, il y a même plus de 2500 personnes qui attendent sur la liste d'attente en bibliothèque. Il y a autant de personnes qui ont envie de tuer leur mari. Il faut croire. Ça fait peur quand même. Oui. Alors, par quoi nous commençons ? On peut commencer par moi, en parlant un petit peu justement de cette affaire à Kaohsiung. C'est un entraîneur de hockey sur glace qui a été... c'est une affaire en fait qui date sur 10 ans. Donc en fait, il se ferait ces actes depuis ces actes d'harcèlement sexuel sur des jeunes joueuses, notamment des collégiennes et des lycéennes, ce sont des attouchements, de ce genre de choses. Je vais pas donner le détail du type d'attouchement, mais bon, ce sont des attouchements sur les joueuses, etc. Il fait ça à peu près depuis 10 ans. Il y a eu d'abord une femme qui a parlé à 21, 22 ans, alors que les attouchements dataient du moment où elle en avait 13. Puis il y a des langues qui se sont déliées. Petit à petit, ça a été 3 femmes, puis 4. Et là, on parle de 10 femmes selon le dernier article que j'ai vu sur l'histoire, sur cette histoire. Il y aura encore peut-être certainement de nouvelles déclarations par rapport aux attouchements de cette personne. Et c'est un peu une affaire un peu complexe dans le sens où en fait l'école qui là c'était vu que ce sont des adolescentes, c'est un travail souvent aussi en relation avec des écoles ou des établissements scolaires. C'est une sorte de club en fait. À la base c'est un club, mais ils font aussi du travail avec des établissements scolaires. Les élèves, c'était déjà plein sur le moment des faits, ça, pour certaines auprès de leur établissement scolaire, mais comme c'était quelqu'un d'extérieur, ils n'ont pas voulu donner suite. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la personne en question nie toujours les faits, même après avoir autant de personnes qui se soient plaintes de ces attouchements. Voilà, vraiment des choses pas clairement identifiables comme de l'attouchement sexuel. Et donc là, il y a une enquête qui a été ouverte et on attend la suite. Donc je voulais ouvrir un petit peu le sujet là-dessus parce que c'était vraiment ce qui est ressorti. On est encore dans des affaires de MeToo. On voit encore, grâce à ça quand même, que ça fait plus vite boule de neige que peut-être dans des affaires passées. Les gens dès qu'il y a quelqu'un qui parle, les autres ont peut-être plus envie de joindre leur témoignage, ce qui est quand même une avancée quand même assez importante, je pense, dans la société taïwanaise à ce niveau-là. C'est un changement en fait. Je pense que par rapport à avant où les écoles préfèrent laisser taire les élèves
Et aujourd'hui, ils peuvent agir en fait. Voilà. Et ils se sentent plus libres de discuter de ça et d'aller au-devant des autorités pour ce genre d'affaires. Et donc c'était un petit peu, voilà, ça c'est dans la continuité encore des affaires précédentes, puisque c'est encore des choses qui ont eu lieu il y a très longtemps ou qui continuent à avoir lieu et qui éclatent maintenant au grand jour, avec des personnages qui font ça depuis des années. Voilà. Et du coup, c'est un domaine un peu différent parce qu'au départ, quand ça avait éclaté à Taïwan, c'était plutôt dans les partis politiques et puis aussi dans le show business. Dans la culture. Ou dans la culture, ouais. Mais il y avait déjà beaucoup d'histoires dans le sport, notamment dans la fédération de taekwondo. Au moment de MeToo, il y a eu beaucoup d'affaires au taekwondo, par exemple, au niveau de la fédération. Donc dans le sport ça a été assez, ça continue juste. Et dans le sport, bon, il y a le contact, etc., qui peut-être laisse penser que c'est, et puis aussi le milieu assez misogyne à Taïwan, faut le dire, dans le sport, qui laisse penser que ces gens-là peuvent faire des choses. Leur laisse croire en tout cas, et peut-être que ces affaires-là vont peut-être dissuader les gens dans ce domaine-là de il faut espérer un petit peu, petit à petit. Voilà, changer les mœurs. Et donc, c'était pas la seule nouvelle que j'avais par rapport au harcèlement sexuel, puisque le gouvernement de Taoyuan vient d'annoncer récemment qu'ils allaient mettre en place des subventions pour les victimes d'harcèlement sexuel, avec une possibilité de consulter jusqu'à 4 fois un soutien psychologique à hauteur de $8,000 taïwanais. Ça fait à peu près presque 300 euros, 250 euros environ maintenant en ce moment avec le taux de change. Et ils ont aussi conseillé de mettre un tarif généralisé pour ce genre de soutien qui est de $2,000 taïwanais par séance. Voilà. Et tu parlais de Jinmen tout à l'heure ? Oui, à Tinmen, c'est encore autre chose, puisque c'est le gouvernement de Tinmen qui a invité en fait un chercheur de l'Academia Sinica pour parler de genre et d'harcèlement sexuel, notamment parler de tout ce qui est identité et de genre, et de comment s'adresser en fait un petit peu en respectant les genres des gens, etc. Ce genre de tendance, puisque c'est un chercheur du département de la culture occidentale de l'Academia Sinica. Donc voilà, pas quelque chose de très... pas vraiment une nouvelle en soi, mais vraiment, on voit qu'il y a quand même encore un travail dans ce domaine qui est fait aussi à Kinmen et jusque là-bas. Donc c'est intéressant, je trouve, de voir un petit peu quand même, de faire un genre de petit fil rouge sur ce genre de sujet également. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Ok. Voilà. Peut-être avant de passer au sujet qui nous intéresse le plus, celui de... Je pense que ça va beaucoup intéresser les auditeurs, c'est celui de Meg. Mais rapidement, je vais vous parler du livre dont je vous ai déjà un peu parlé parce que c'est un peu dans la continuité. Personnellement, ça m'intéresse beaucoup. En fait. Pourquoi mon mari ne meurt pas ? Non, je plaisante. Mais bon, en tout cas, ça parle de la question de l'égalité des genres. Et donc ce livre a été écrit en 2016 par une ancienne journaliste économique, donc Miki Kobayashi, traduit à Taïwan il y a 2 ans. Et donc elle parle dans ce livre de différents profils de femmes japonaises et elle décrit leur expérience de la grossesse, des tâches ménagères, comment elles s'occupent de leurs enfants et tout ça souvent au détriment de leur carrière et sans l'aide de leur mari. Et donc d'après ce livre, les situations des époux, donc mari et femme au Japon, sont très très différentes en fonction de leur sexe et ça crée vraiment, apparemment d'après elle, un ressentiment du côté des femmes. Et le problème en fait, c'est que comme souvent elles ne sont plus indépendantes financièrement ou pas indépendantes financièrement, elles ne peuvent pas vraiment divorcer. En tout cas, c'est très très difficile pour elles. Et c'est aussi mal vu, non, au sein de la société. Il y a aussi le regard ou la pression de la société. Et donc, finalement, ce qu'elle a constaté dans ses recherches, c'est qu'il y a beaucoup de femmes japonaises qui espèrent que leur situation va s'améliorer quand leur mari décédera, en fait. D'où le titre de l'ouvrage. Voilà, en fait. Vous avez compris, en fait. C'est pas qu'elles veulent tuer leur mari, mais bon, c'est qu'elles disent que peut-être ça ira mieux quand mon mari sera mort.
Alors, en ce qui concerne les différents facteurs qui mènent à cette situation, l'auteur cite les politiques gouvernementales, notamment le fait qu'il n'y a pas assez de crèches, la culture du travail dominée par les hommes et qui leur laisse très peu de temps pour aider aux tâches ménagères ou s'occuper de leur famille. Et elle pense que tout ça devrait évoluer pour que la société japonaise puisse vraiment tendre vers l'égalité entre les hommes et les femmes. Et voilà, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un nouveau livre traduit à Taïwan. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, apparemment c'est un nouveau sujet sur les forums de discussion. Et alors c'était très intéressant parce que je suis allée voir hier sur Internet quel est le taux d'emploi des femmes au Japon et à Taïwan. Et en fait, je pensais qu'il était beaucoup, beaucoup plus élevé à Taïwan, mais en fait, non. Alors, au Japon, le taux d'emploi des femmes est de 53,6% en 2023. Donc ça, c'est d'après StatAsia. D'après la Banque mondiale, c'est 55%. Et ça a beaucoup augmenté quand même, il faut dire, en 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, il était seulement à 47,6%, quoi. Donc ça a quand même pas mal augmenté. Et le taux d'emploi des hommes aujourd'hui au Japon, il est à 70%. Et donc, d'après StatAsia aussi, à Taïwan, aujourd'hui, le taux d'emploi des femmes est de 52%. C'est à peu près équivalent au Japon, en fait. Et celui des hommes, 67%. Et je pense que c'est aussi lié au fait que beaucoup de personnes qui travaillent ne sont pas forcément déclarées. Donc, ils ne sont pas recensés comme étant dans la vie active. Je pense notamment aux personnes qui travaillent dans les marchés. Et tant que ce n'est pas une structure, une entreprise légiférée, peut-être il n'y a pas une déclaration, ce qui fait que ces chiffres ne sont pas recensés, en fait, notamment dans le service aussi, en fait. Ma femme, elle n'est pas déclarée, par exemple. Elle est prof de danse. Je pense que c'est lié à ça aussi, en fait. Et elle ne veut pas être comptée comme une travailleuse à temps plein. Dans ce qui est déclaré, dans ce qu'elle travaille, je crois que c'est 10 heures par semaine, même pas. Donc, mais elle travaille 40 heures en réalité. Donc, voilà. Ouais, c'est ce que je me suis dit, il y a peut-être des raisons, parce que c'est vrai qu'à Taïwan, on a quand même l'impression que les femmes travaillent plus qu'au Japon. Et moi, personnellement, quand j'ai vécu au Japon, je pensais que le fait que les femmes ne travaillaient pas, c'était il y a longtemps. Et j'ai découvert que non, c'est toujours comme ça, en fait. Bon, pas forcément toutes les femmes, hein, mais c'est vrai qu'il y a encore des femmes qui arrêtent de travailler quand elles ont des enfants. Ou quand elles se marient, peut-être, aussi. Moins. Un peu moins, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, c'est plutôt quand elles ont des enfants. Alors, pour des raisons qui, pour nous, ne sont pas forcément faciles à comprendre. Par exemple, si la femme travaille quand il y a un enfant, ça fait perdre la face au mari parce que ça montre qu'il ne peut pas, avec son seul salaire, s'occuper de toute la famille, quoi. Enfin, voilà, c'est des choses un peu subjectives parfois. Mais c'est toute une pression au sein de la société, en fait. J'imagine que c'est dur à porter tant que pour les femmes que pour les hommes. Et au Japon, de ce que j'ai entendu dire aussi par rapport à ce niveau, à ce genre de conditions-là, c'est que en général, ils laissent pas non plus les enfants aux grands-parents ou aux autres membres de la famille, ou très peu. C'est vraiment, ça serait très mal vu en fait de faire ça au Japon, ce qui est très différent au final de Taïwan, où ici, les parents laissent beaucoup plus facilement leurs enfants à d'autres membres de la famille qui eux ne travaillent plus, ne travaillent pas. On a un schéma dans ce cas-là quand même très différent du Japon à Taïwan dans ce cas-là. Mais je me suis aussi rendu compte au Japon que, en fait, c'est aussi souvent un choix des femmes. Elles n'ont pas envie de travailler parce que quand elles voient leur mari travailler comme un malade, elles n'ont pas envie, en fait. C'est un problème de travail avant tout, en fait. C'est-à-dire qu'au Japon, c'est bien vu de se sacrifier pour son travail, de faire plein d'heures supplémentaires, etc. Et voilà, si c'est pour avoir un travail comme ça, elles n'ont pas trop envie. Et du coup, peut-être certaines se disent que bon, elles doivent faire les tâches ménagères, elles doivent aider leur mari. D'ailleurs, si elles n'étaient pas là, peut-être que leur mari n'aurait même pas le temps de faire une lessive, hein, parce qu'ils travaillent trop. Mais peut-être elles se disent, d'ailleurs souvent elles n'ont pas d'enfants, parce qu'il y a de moins en moins de natalité au Japon. Elles se disent, bon, j'ai peut-être la liberté de faire ce que je veux
finalement pendant pas mal de temps pendant que mon mari est au Japon, mais ça peut aussi être un piège. Au travail. Oui, pardon. pendant que mon mari est au travail. Mais ça peut aussi être un piège parce que s'il se passe quelque chose et qu'elles souhaitent divorcer, en fait, comme elles ne travaillent pas, elles n'ont pas d'autonomie financière et c'est difficile après de convaincre un employeur de se faire employer si on n'a pas travaillé depuis très très longtemps. Je pense que c'est ce genre de société qui a besoin énormément d'une sorte de contrat avant le mariage, en fait. Je pense que c'est ce genre de société qui a besoin de ça. En cas de divorce, la femme peut recevoir quand même une sorte d'aide en fait, financière du mari si elle se sacrifie pour la famille en fait. Oui. Et j'ai quand même remarqué, d'après ce que me disaient les Japonais, qu'il y a une inflexion, un petit changement depuis l'accident nucléaire de Fukushima, où les Japonais ont eu très peur en fait pour leur vie et se sont finalement rendus compte que ça valait peut-être pas la peine de travailler autant et qu'il fallait passer plus de temps avec sa famille, avec ses enfants. Donc en fait c'est vrai que par exemple le week-end on voit quand même beaucoup d'hommes japonais dans les parcs avec les enfants et leurs femmes aussi. Donc il y a peut-être une chance, une possibilité d'évolution en fait. Oui. Mais après c'est vrai que par exemple en politique, il y a vraiment très très peu de femmes, comparé à Taïwan où il y a plus de femmes, je dirais même en politique qu'en France. Par exemple au Parlement, il y a plus de femmes à Taïwan. Qui parlent en tout cas. Oui. Mais même dans l'entrepreneuriat à Taïwan, c'est plus facile de voir des femmes chefs d'entreprise, ce genre de choses qu'en France. Et encore plus qu'au Japon. Ouais, c'est vrai. Et par rapport au Japon, j'avais vu aussi que récemment, il y avait beaucoup plus de Japonais qui commençaient à essayer de réintégrer un petit peu les campagnes et ce genre de choses, qui faire des maisons un petit peu justement dans cette veine d'un peu la peur et l'envie de se mettre un petit peu plus au vert par rapport au rythme effréné de vie, de travail d'un Japonais. Et justement, il y a un petit regain d'intérêt pour les campagnes, alors que jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps, les maisons abandonnées, c'était racheté seulement que par des étrangers, quoi. Ouais, mais alors là, c'est vrai que c'est une politique du gouvernement japonais, parce qu'il y a énormément de maisons abandonnées dans la campagne au Japon. Il y a carrément des villages fantômes, quoi. Il n'y a presque plus personne, avec des très très belles maisons en bois. Et en fait, maintenant, le gouvernement japonais permet a des subventions pour que des personnes aillent s'installer dans ces maisons. Je ne sais pas trop comment ils font au niveau des droits de propriété, mais parce qu'à Taïwan, ça c'est une question très importante. Mais bon, en tout cas, au Japon, ils ont réussi à résoudre ce problème. Et donc, c'est vraiment pas cher. On peut même avoir des subventions pour acheter une maison dans la campagne au Japon. Mais après, c'est pas de tout repos, quoi, parce qu'il faut retaper la maison et il faut trouver soit ouvrir une petite entreprise, soit planter des légumes ou quoi, je sais pas, mais c'est pas toujours facile. Il faut avoir une source de revenus, en fait. Mais bon, après, c'est peut-être plus sympa quand même que de travailler en bureau. Voilà, et puis, de ce que j'ai vu, c'est aussi c'est limite en maison secondaire, quoi, pour le week-end ou pour les vacances, déjà. Dans des endroits déjà un petit peu déjà un peu peuplés, où il y a du monde. Mais parce que le problème, c'est que plus ruraux. Pour sortir de Tokyo, c'est déjà tellement long, en fait, c'est déjà tellement grand. J'imagine c'est plutôt pour les gens qui habitent dans des villes secondaires. Aussi, où c'est plus facile d'aller à la campagne, parce que Tokyo, pour sortir d'aller à la campagne, il faut déjà presque 3-4 heures, quoi. Donc même en voiture. En fait, ouais, c'est une ville immense. Oui. En fait, mais peut-être 3 heures, quoi, en voiture, ou je sais pas. Moi, j'avais pas de voiture là-bas, donc je sais pas, mais c'est vrai qu'en transport en commun, c'est long. C'est compliqué. Ouais. Faut changer 3 fois de train. C'est compliqué. Et ouais. Du coup, on attend avec impatience le 3e sujet de Meg. Alors, récemment, c'est la déesse de Mazu honorée au temple Beigang qui a pris l'avion pour aller aux États-Unis pour une tournée. Waouh.
Voilà, et c'est la première fois qu'elle va effectivement effectuer une tournée, c'est-à-dire dans 3 différentes villes aux États-Unis. Avant, c'était plus un trajet unique avec une ville précise, individuelle en fait, dans son trajet. Mais c'est vrai que c'est une superstar, hein, parce qu'à Taïwan, elle déplace plusieurs centaines de milliers de personnes qui la suivent en pèlerinage. Oui, voilà. Du coup, c'est toute une délégation de 22 personnes qui ont pris avion de Eva Air pour aller aux États-Unis. Et Mazu était donc la statuette de Mazu, qui n'est pas très grand en fait, je dirais 30 à 50 cm à peine, accompagné de ces 2 gardiens, qui est celui qui voit de loin et celui qui entend tout en fait, Tianli et Sun Feng, donc qui ont pris également l'avion. Donc ils étaient dans la classe, c'est une classe spéciale à Eva Air, donc entre une classe pour les DS. entre économique et affaires en fait, la classe premium. La classe premium, voilà. Et du coup, ils ont passé la douane et tout, et les hôtesses ont attaché bien au siège la statuette de Mazu. Mais est-ce qu'elle avait un passeport ou pas ? Peut-être pas, en fait, parce que c'est international, n'est-ce pas ? Elle a peut-être tous les passeports du monde. Et, mais ce n'est pas tout, parce que Mazu ne peut pas se déplacer sur un humain normalement. Lorsqu'on les voit à Taïwan, ils sont toujours dans leur palanquin. Voilà. Du coup, là, bien avant le départ de Mazu, le temple s'est mis à démonter un palanquin, parce que les palanquins sont construits sans couloir en fait. C'est selon la méthode traditionnelle. Du coup, c'est des jonctions. Par embriquement. Voilà, par embriquement. Du coup, tout était démonté pour être expédié aux États-Unis. Et le tout est filmé pour que les gens aux États-Unis puissent regarder la vidéo et remonter le palanquin. Wow. D'accord. Voilà. Du coup, Mazu arrive à son palanquin tout près, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, c'était tout un travail de longue haleine. Et donc, Mazu doit aller, en fait, à San Francisco, Houston et New York. Et la première ville, c'est laquelle ? Devinez. Houston. Non. San Francisco ? C'est San Francisco. Et pourquoi ? C'est plus près de Taïwan pour les avions, non ? Je sais pas. En fait, c'est une question religieuse. Parce que le temple de Mazu à San Francisco est celui qui est le premier à être créé aux États-Unis depuis le temple Pékin. Donc elle a pu rencontrer la déesse Mazu qui est à San Francisco, parce que j'imagine qu'il y a une statue aussi voilà, à tout San Francisco. À fait. Elles ont pu discuter, prendre un thé, tout ça, j'imagine. Oui, en fait, à Taïwan, il y a ce genre de tradition, c'est-à-dire lorsque un temple marche bien et que les fidèles aimeraient bien avoir la protection de la déesse ou de divinité principalement honorée, on va demander au temple de pouvoir se séparer comme une sorte de branche avec des cendres, des statuettes créées pour, après une prière officielle, pour pouvoir créer un temple ailleurs. Voilà. Et du coup, celui à San Francisco est né en fait depuis le temple Pékin. C'est comme son bébé alors finalement. C'est comme son bébé. Et il y a pas qu'une seule, parce qu'on sait la plupart du temps à Taïwan, il n'y a pas qu'une seule statuette de Mazu qui est honorée dans le même temple. Là, à San Francisco, il y a 3 divinités, 3 statuettes en fait, c'est toujours la même divinité, 3 statuettes de Mazu. On appelle ça le grand, le deuxième et le 3, Tama, Erma, Sama. Et ils ont des fonctions différentes. C'est-à-dire que tous les 3 ne peuvent pas faire la même chose. C'est-à-dire que la déesse principale, la grande, a le droit de revenir à Taïwan pour faire des pèlerinages, pour honorer la divinité principale d'origine. Et la Mazu, deuxième Mazu, s'occupe de la tournée aux États-Unis. Voilà. Tandis que la 3e reste éternellement au temple. Donc, et du coup, ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a aussi des pèlerinages où on sort voilà, donc c'est des Taïwanais sur place voilà, qui le font, mais localement, mais d'une échelle très petite en fait, dans la communauté taïwanaise. Voilà. D'accord. Donc cette fois-ci, la déesse, enfin la délégation a aussi préparé toutes sortes de souvenirs, des biscuits ou des pendentifs en forme de talisman de Mazu pour offrir à toutes les personnes qui viennent participer
au pèlerinage que Mazu va mener. Et aussi, les hôtesses de l'air ont tous chacune leur petit cadeau souvenir de Mazu. Donc, à San Francisco, Mazu va rester 4 jours. Et par la suite, avant d'aller à Houston et New York. Voilà. Oui. J'avais vu aussi toute la procédure au niveau de l'immigration que tout le monde avait super. J'avais vu sur le site, sur la page Facebook du temple, qui disait que c'était super gentil parce que tout le monde avait aidé, que ça s'était super bien passé pour le passage de la douane, etc. Oui. Qu'ils avaient été super coopératifs et que remerciaient imaginons beaucoup l'aéroport. Que les journalistes sont allés interviewer les passagers à bord. Et les passagers avaient dit effectivement une fois atterri au sol, dit qu'ils avaient ressenti une sorte de sécurité en plein vol. mais quand même, il y a un truc qui a été souligné par Fix quand on en a discuté. Et il disait, Mazu, c'est quand même la déesse des pêcheurs, des marins. Pourquoi elle ne prend pas le bateau, en fait? Je pense que ça prend trop longtemps, en fait. Imaginons toute une délégation dans le bateau pour aller aux États-Unis. Je pense que... Mais ça ferait sens, quoi. Tout à fait. En tout cas, le temple Chaotian du Pékin est célèbre pour ce culte de Mazu. Et le temple, donc à chaque année, le 19e et le 20e jour du 3e mois lunaire, et toujours l'anniversaire, lors de l'anniversaire de Mazu, cette Mazu-là effectue une tournée dans la région. En fait. Et cette activité, ce pèlerinage est déjà désigné par Taïwan comme un culte populaire important en 2011. Voilà. Donc c'est aussi l'une des activités les plus participées par les Taïwanais en termes de religion, en fait. Donc c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'elle quitte Taïwan. Et d'ailleurs, si on change de temple, récemment au Japon, en fait, il y a eu un festival sur la culture taïwanaise qui s'appelle Taiwan Plus. Et dans ce festival, il y a une centaine de marques taïwanaises qui sont présentées avec la gastronomie. Et on a même des marchés de nuit qui sont construits dans ce cadre. Et là, pour la première fois, ils ont invité une Mazu de temple Fengtiangong de Xingang. Là, cette fois-ci, c'est pas du même temple, pour être prié, en fait, pour démontrer la culture religieuse de Taïwan, en fait. Et du coup, il y a vraiment des gens qui sont allés dans ce temple, sur le festival, pour voir la déesse de Mazu, et ils ont fait bois-bois, en fait. Donc, demande, comment on appelle ça? Les demi-lunes. Les demi-lunes, et pour demander l'autorisation de Mazu, de je sais pas quoi, pour quelque chose. Et du coup, c'était aussi une pratique assez réussie, qui inédite, mais qui semble bien marquer la culture taïwanaise. Ça me fait penser aussi, j'ai vu aussi sur Internet en cherchant des informations sur Mazu que il y a 3 ans, alors je crois pas que ce soit une Mazu de Taïwan, mais il y avait une Mazu comme ça qui avait fait le vol, pareil, pour aller à Singapour. C'est possible. Et il y avait et là, il y avait moins de délégations, moins de protection, etc. Et c'était un voyageur chinois qui était à côté, il était tout content, il a fait plein de selfies, etc. C'était très, très marrant. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs fois, c'était pas la première fois que les Mazu prennent l'avion. Oui, c'est pas la première fois qu'ils prennent l'avion, et j'ai l'impression d'avoir vu des voyages collectifs de Mazu dans des autocars à Taïwan, en fait. je me semble, là j'ai plus l'idée en tête, mais effectivement c'est quelque chose qui s'effectue aussi, en fait. C'est une divinité qui est adorée par les Taïwanais, qui est censée de protéger, en fait, la sécurité des Taïwanais. Après, ça fait sens quand on est sur une île d'avoir une déesse de la mer et des pêcheurs. C'est venu avec les premiers immigrés de la Chine, en fait. Oui. Ça fait sens, en tout cas. Voilà. Voilà, donc c'était 3 sujets très différents, mais tous intéressants aujourd'hui, comme d'habitude, n'est-ce pas? Oui. Et merci beaucoup de votre écoute de On en parle à Taïwan, qui vous était présenté aujourd'hui par Valentin Floquet et Megouin et Sasa, et nous vous disons à la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à continuer à suivre les programmes de RTI. Bye bye.